Dans la vallée de la Gervanne, au pied du Vercors dans la Drôme, c'est, en ce mois de septembre 2021, le temps des vendanges, qu'il s'agisse de produire la fameuse clairette du Diois ou un vin rouge. C'est le temps de la sueur, la météo menace. Et d'une vigne à l'autre, les viticulteurs sont fort différents. Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, tous un peu inquiets d'une conjoncture qui n'est actuellement pas favorable à leur métier, mais tous unis par l'amour de leurs produits. Par rapport à votre ferme des Trois Prés, la vigne c'est quoi? Ça représente quel pourcentage de l'argent qui rentre? 70%. Ah oui, c'est ce qui nous fait manger. Le raisin est arrivé à maturité, l'acidité est tombée, donc il est mûr, il est bon. Voilà. Il nous faut un certain degré pour faire de la bonne clairette. Donc là on y est. On se presse parce que la météo est annoncée cette semaine pluvieuse, donc après c'est plus compliqué pour rentrer sur les parcelles, sur certaines parcelles. Et le raisin va se mettre à pourrir. Je viens de Colonzel, un petit village à côté de Grignan. Et alors, vous-même, vous avez de la vigne ou vous n'en avez pas? J'en ai plus. J'ai arraché depuis une quinzaine d'années. Parce que c'était dans l'appellation Tricastin à l'époque. Et le Tricastin ne se vendait pas à cause du nom de l'appellation par rapport aux centrales nucléaires du Tricastin. Donc il y a nous on a arraché parce qu'on n'arrivait plus à en vivre tout simplement. Donc mon mari est parti lui travailler à l'extérieur, moi j'ai gardé l'exploitation et j'ai tout mis en lavandin et prairie pour les animaux. Voilà. Je viens aider mon ami tout simplement, on a fait le lycée agricole ensemble, donc on est de longues connaissances et je viens l'aider simplement pour les vendanges. Le grand-père, il y avait du Clinton, il y avait tout ça dedans. Mon père, c'était autre chose. À la fin, on avait fait une petite vigne où il y avait tous les cépages des Côtes-du-Rhône dedans. Les Grenaches, les Syrahs, même des vins qui coloraient un peu, tu vois, pour que ce soit du gros rouge. C'était du vin rouge, hein. C'est pas de la clairette. Ici, c'était pas de la clairette, c'était tout des vins rouges. Hein. On buvait que des canons. Hein. Bon. Et on sait très bien que boire un canon, c'est sauver un vigneron. Hein, bon, au bistrot ou n'importe, on buvait une pinte. Il y avait une pinte pour chacun avec un verre. À tour de rôle, on payait sa tournée. Quoi. La pinte, c'était le demi-litre. Bon. On vendait quelques litres, on vendait quelques bonbonnes aux voisins, à ceux qui n'avaient pas de vignes. Mais même dans Beaufort, c'était pas. Il y avait des petites vignes de partout. Hein. C'était tout à la pioche. D'ailleurs, quand on tombait sur une vieille vigne, le défonçage se faisait au banard. Tu sais, cette espèce de pioche qui a deux grandes cornes, hein, mais qui était épaisse comme ça. Dans nos travers, il y avait des rangées de vignes qui tournaient un peu, parce qu'ils ne faisaient pas ça au cordeau. Hein, ils faisaient ça comme ça, le cordeau à l'œil. Mais à l'époque, on ne pouvait pas passer un tracteur dans la vigne, parce que les rangées étaient trop étroites. Il fallait faire ça avec un cheval ou une paire de bœufs au plus, quoi. On a refait le dessin de l'appellation sur les communes qui adhéraient. Et Gigord n'adhérait pas. Parce que Gigord, quand on leur a demandé, je crois que c'était en 1916 ou 1906, je ne sais plus, hein, on leur a demandé s'ils voulaient être dans l'appellation. Et les Gigornons ont refusé. Ils venaient de subir le phylloxéra.
Alors, ils n'avaient pas envie de recommencer. Ils ont dit ça. Et moi, pour faire le dossier, j'avais quand même pointé tous les espaces à partir des écrits de la commune, comme j'étais le maire. Il y en avait près de 80 hectares, quand même. C'est-à-dire que sur les chaux, il y avait de la vigne de partout. Il y en avait à Cobonne, il y en avait dans la vallée de la rivière. Autour de Lauzeron, tous ces tas de pierres qu'il y a, c'était toutes des petites parcelles où il se faisait du vin. Et ça se faisait tout à la pioche. Mon père m'a dit que dans le vieux Lauzeron, là, dans les Rolands, un arrière-grand-oncle faisait jusqu'à 40 hectos de vin. Et il se buvait pratiquement tout sur place. Et ça buvait beaucoup sur le plateau là-haut. Parce que sur ce plateau de Gigord, rien que la partie Gigord sur le plateau, il y avait 150 habitants dans les fermes. Chacun faisait sa volaille, faisait son lait, faisait ses tomes, faisait son blé et faisait son vin. On était autonome. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Hein. J'achète le vin pour boire. Parce qu'on ne boit pas de la clairette. Ah ouais, tu bois plus ton vin? Non, non, c'est fini. J'ai tout pour le faire, j'ai la presse, j'ai le pressoir, j'ai la cuve, j'ai le dégrappoir, j'ai tout. Mais c'est tout au rencard, puis c'est tout. Il faut bien répartir. Automatiquement, on ne vide pas forcément dans les coins, donc... Allez-y, servez-vous, hein. Ouais, c'est ma petite fille qui l'a fait. Elle a 7 ans. Normalement, c'est l'inverse, hein. Ouais. Ça s'appelle la transmission, là aussi. Il faut qu'on les mette vraiment... On est loin de Die, nous on est au bout de l'appellation, donc on fait dans des paddocks, il y a un transporteur qui nous monte la vendange à Die, et pour lui il lui faut quand même un certain volume. Il ne peut pas transporter pour 8 ou 10 paddocks. Voilà, donc on essaye d'en faire minimum 24. L'appellation est grande, et puis il y a des gens qui arrivent à la retraite, donc il y a des vignes. De notre côté, un agriculteur qui arrive à la retraite, s'il peut transmettre, c'est quand même important pour lui, économiquement. Un jeune qui s'installe, de trouver un végétal qui est installé, c'est bien aussi. Les gens connaissent la clairette. Vous leur dites clairette de Die, oui, je connais. Ça fait combien de temps que vous n'en avez pas bu? Et quand ils diront, voilà, et quand ils la goûtent, eh bien oui, c'est bon. C'est très frais, il faut le consommer très frais pour avoir toute la fraîcheur du raisin. Comme il est effervescent naturellement, c'est très frais. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc il faut plus. Et puis on n'est pas haut en alcool, comme c'est on n'est pas dans des alcools, on est à 8 degrés, donc au même niveau qu'une bière, voilà, c'est intéressant. On peut la faire en cocktail, maintenant nous aussi on a des cocktails, les gens il faut qu'ils fassent des essais.
Et là, tu les amènes où, les raisins? On les amène, on a un petit cabanon de vigne juste là, on les amène devant. Un transporteur nous fournit des plateaux, et donc notre voisin, Sébastien, va les charger, et dans la matinée et en début d'après-midi, pour que ça parte autour de 17 h à la cave. Et ce soir, ils sont traités déjà? Ce soir, les muscats bio seront traités, ouais. Ce qui représente quelle quantité? Pour nous, ce soir, 7-8 tonnes de raisins seront traités. Ah ouais, quand même. Eh ben dis donc, Ouais, c'est une vendange. tu fais semblant d'être un petit producteur, mais en fait, Ben t'es une non. multinationale. Arrête, c'est faux. Non, c'est une vendange correcte avec une équipe moyenne en fait, et puis de gens qui travaillent correctement. Donc on ne pousse pas à la roue pour faire du rendement, mais pour que ça rentre propre à la cave. C'est le but de l'opération. Comment ? Les vendangeurs, là, tu les recrutes comment? On va dire par le bouche-à-oreille, par par Agri-Emploi, merci de me souffler. Agri-emploi, c'est quoi? C'est une structure qui permet de structurer l'offre et la demande en termes de main-d'œuvre pour l'agriculture. Et par exemple, cette année, ça te paraît dans la norme, ou c'est plus ou c'est moins? Je pense que ce sera un peu moins et il faut porter beaucoup d'attention puisque le raisin est quelque peu abîmé. On a eu le mildiou, mais ça, en principe, les grappes se dessèchent. Mais aussi en fin de saison, des périodes froides où l'oïdium s'est bien exprimé, donc ça mérite du tri. Ah, ça veut dire que les gars, il faut qu'ils regardent chaque fois. Ouais, les mauvaises grappes restent au sol, coupées et au sol. Et puis s'il y a vraiment de la pourriture, ce qui va arriver aussi cette année, eh bien, il faut trier, donner quelques coups de sécateur et mettre que le propre. Et la pourriture, c'est quoi qui l'amène? C'est l'accident climatique, c'est des impacts liés à des petits animaux, des insectes qui viennent piquer, détruire, ou l'entassement de végétation avec les traitements qui ne peuvent pas pénétrer au cœur. Et ça peut aider, quand la grappe n'est pas protégée, ça peut aider à ce que s'installe la pourriture. Ça, c'est la pourriture qui s'est installée parce que les grappes étaient compactes les unes sur les autres. Ça a créé une atmosphère propice au développement de ces champignons. Et heureusement qu'on a une arrière-saison qui a été sèche, ce qui a permis d'éviter que ça se propage davantage sur toutes les autres grappes de ce pied de vigne. Voilà, ça en a enlevé un bon tiers. Donc là, ce qu'on dit aux vendangeurs, c'est d'enlever et de nettoyer au maximum avant de mettre dans le seau, parce que c'est pas bon, ça donne des mauvais goûts, ça pénalise les fermentations, etc. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la météo? C'est à cause de la météo essentiellement. C'est quoi? Trop humide ou au contraire trop sec? Ah, c'est trop humide. Trop humide, trop confiné, pas assez d'air. Donc ça s'abîme. Voilà ce qui reste une fois nettoyé. Donc on a perdu un tiers de la grappe. Heureusement que c'est qu'une fois de temps en temps, parce que ce serait de partout, ce serait même pas rentable de vendanger. Et là, on est chez toi, et demain ou dans les jours qui viennent, tu vas être chez les autres? Alors en principe, oui, on ira aider soit chez Rudy, soit chez Sébastien. Ouais, on va pas dire à la carte, mais on est dispo. Vous partagez des fois un peu le matériel entre vous?
Alors on partage du matériel ou on se le prête. T'as le griffon, bah oui, si je peux l'utiliser, bah, il est à disposition. Ou par exemple avec un voisin, j'ai un petit pulvérisateur à 2 roues très performant, thermique, donc il le prend pour ses vignes de coteaux. Comment vous faites? Vous comptez vos heures ou un truc de ce genre? On compte rien. C'est l'amitié qui fait que le travail se passe comme ça, en bonne intelligence, on va dire. Puis c'est très bien, non, il n'y a pas de comptabilité à faire. L'année dernière, on a vendangé fin août, début septembre l'année dernière. Là, bon, on a en gros 3 semaines de plus. Bon, c'est dû aussi à la saison qu'il a fait avec la pluie et tout, que ça mûrit moins vite. Après, pour nous ici, c'est plus une date de saison de vendange normale, quoi. C'est plus une saison normale. Avant, c'est vrai qu'il y a des années en arrière, ils vendangeaient même octobre-novembre. Donc là, c'est plus dans la logique. Moi, je vendange avec un voisin, on a la même équipe. Et puis après, c'est vrai que là, cette année, on a beaucoup de mal à trouver de la main-d'œuvre. Des saisonniers, ouais. Donc c'est vrai que là, cette année, on jongle un peu entre voisins pour se passer les vendangeurs et puis s'entraider entre nous pour que ça avance. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas de vendangeurs? Les vendanges, c'est vrai que c'est quand même un boulot qui est assez physique. C'est pas très bien payé parce qu'ils sont payés au SMIC. Donc le mec, pour couper des raisins, gagne 8,50 € de l'heure. C'est vrai qu'il faut avoir envie de se lever le matin. On est dans les champs, aux intempéries et tout. Si on arrivait à payer les gens 12 ou 13 € de l'heure, on trouverait beaucoup plus de saisonniers, quoi. Mais nous, si on paye 12 ou 13 € de l'heure, après derrière, on a des charges qui sont phénoménales et que les exploitations ne pourront pas supporter, quoi. La vigne, c'est 80% du chiffre d'affaires. On perd de l'argent sur la vigne à cause des quotas. Le fait que la clairette se vend moins bien et compagnie, la cave a été obligée d'imposer des quotas et voilà, on gagne beaucoup moins sur la vigne, quoi. Et ça fait 3-4 ans vraiment que ça baisse, quoi. En plus là, avec la crise sanitaire, on a pris des marchés qui sont au ralenti complet vis-à-vis de l'export, les restaurateurs qui étaient fermés, les épiceries fines, les trucs comme ça qui étaient tout fermés, les bars et tout, il y a du manque à gagner. Et donc la cave, il y a du stock et ils sont obligés de réduire les quotas pour compenser en attendant des coûts de stock, quoi. À cause des quotas que la cave nous a imposés et qu'ils sont obligés d'appliquer, moi je perds 2 000 € par mois sur la vigne. Et les quotas,
c'est la coopérative qui les décide, ou bien ça se décide dans les étages quelque part C'est la cave Jaillance, plus après tous les propriétaires récoltants comme les grands chais de France qui sont chez Carode, et puis après c'est discuté avec l'INAO, les douanes et puis le syndicat de la Clairette. Voilà, c'est eux tous ensemble qui décident par rapport au stock qu'il y a, par rapport aux futures ventes ou aux espérances de vente qu'il va y avoir, et après ils régulent par rapport à ça, quoi. C'est vrai que c'est pas un produit de première nécessité non plus, c'est quand même un produit qui est très bon, mais qui coûte quand même, qui s'est pas donné à l'achat. Voilà. Et puis bon, on a une très très forte concurrence avec les Italiens et le Prosecco, quoi. Voilà. Eux, au niveau commercial, ils sont vraiment tip top et ils arrivent à s'implanter de partout à des prix défiant toute concurrence, quoi. Voilà. Après, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes, hein. Le champagne, ils ont aussi du mal à le vendre. Et puis même après les vins rouges et tout derrière, les Côtes-du-Rhône, c'est pas non plus flamboyant, hein. Donc bon, après il faut rester optimiste, hein. Il faut se dire que ça va repartir et que voilà, que ça va, j'espère, redevenir comme avant, mais c'est encore pas sûr du tout, quoi. J'ai deux cépages, j'ai Muscat et Clairette, mais ça sert qu'à faire de la Clairette de Die, quoi. Allez. À table, les copains. Moi qui mangerais dans deux gamelles, mais non. C'est pour ça aussi que nous on s'est mis à transformer un peu nos agneaux, à faire des produits transformés, des terrines et tout, et de la bolognaise de brebis pour essayer de compenser un peu le manque à gagner de la vigne. C'est une reprise familiale je suis revenu sur l'exploitation depuis 9 ans et c'est mon grand-père qui avait planté les vignes là-haut en 74. Et après c'est mon papa qui s'en est occupé et puis maintenant c'est moi. Même si j'ai planté un petit peu d'autres cépages comme la Syrah pour diversifier un petit peu et pour proposer d'autres choses. Mais effectivement, la petite surface que j'ai sortie qui était destinée à la coopérative, ça reste sur des vignes qui ont été plantées par mon grand-père. On est en train de rentrer des raisins de cépage Clairette pour faire une vinification en blanc, en vin blanc tranquille, sec. Donc là, on est plutôt sur une méthode... c'est un vin sans électricité, c'est-à-dire qu'on est un peu sur une méthode à l'ancienne avec aussi en mélangeant des méthodes modernes, c'est-à-dire qu'on a du matériel qui est uniquement manuel. Après le projet, moi c'était simplement de faire du produit fini, d'aller jusqu'au bout. J'étais formé pour ça et j'ai déjà travaillé dans ces étapes-là de vinification, conditionnement, marketing et puis vente. Donc c'était un projet personnel avant tout. Ça doit faire mal au dos. Au bras. Il y en a qui payent pour aller à la salle de sport. Ils payent une licence, ils y vont en bagnole pour faire du vélo électrique. Moi, le projet de l'atelier de vinification, il a démarré il y a 3 ans. Là, il y a 3 ans, ça continuait de marcher plutôt bien à la cave. Enfin à la coopérative, je veux dire. Donc c'est pas vraiment les circonstances qui ont fait que je me suis diversifié pour faire du vin ici. C'était un projet initial. Bon, après les circonstances font qu'effectivement c'est propice de se diversifier parce que effectivement à la coopérative ça marche un petit peu moins bien en ce moment, mais il y a des perspectives qui peuvent être aussi très bonnes et c'est quand même ce qui continue de me faire vivre parce que je livre à la coopérative, donc c'est vraiment, moi je respecte beaucoup ça.
Je ne sais pas encore tout à fait combien je vais pouvoir vendre mon vin, mais on peut dire que ça représente, ouais, ça va être un ordre d'idée de 15-20% là. Comme je vends que dans les petites épiceries du coin, le bouche à oreille marche très vite. Et tant qu'on reste sur des petits volumes comme ça, j'ai pas besoin de m'étaler plus que ce que je disais, les 10 km. Mais clairement, je ferai quand même quelques dégustations. C'est prévu que je fasse un marché à Beaufort dans 2 semaines là. Voilà, faire un petit peu des dégustations pour faire découvrir le produit, clairement, c'est aussi intéressant. Et puis d'être au contact et puis savoir un peu ce que les gens en pensent, même si j'ai déjà beaucoup de retours. Et je suis assez content, du résultat pour la première année là. Ça s'est bien passé, ouais.